Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur GISN TV. 30 minutes pour le dire ce soir avec l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est un entretien que nous allons axer sur deux sujets principaux. Le quintuple meurtre dans la localité d'Itamar, c'était vendredi soir, et puis la difficile relance, tout le monde l'aura remarqué, du processus de négociation entre Israël et les Palestiniens. Alors le dernier développement en date, c'est la question qui fait débat en Israël. Faut-il montrer les images de ces attentats qui déchirent les Israéliens, faire preuve de retenue visuelle? La question partage depuis longtemps les sociétés civiles, politiques, médiatiques en Israël, et un pas a été donc franchi dans l'horreur avec cet attentat d'Itamar et son traitement jugé en Israël en tout cas disproportionné par les médias internationaux. Lumière sur la décision de diffuser ou pas les photos de l'horreur d'Itamar, et puis on passe au débat dans quelques instants. Montrer la sauvagerie des terroristes ou dissimuler les images pour respecter les familles, le dilemme s'est une nouvelle fois posé aux médias israéliens, au gouvernement et aux familles des victimes du massacre d'Itamar. Et la réponse, cette fois-ci, parle d'elle-même. Les photos des 5 membres de la famille Fogel assassinés dans la nuit de vendredi à samedi dernier ont été diffusées avec l'accord des proches et suite à une décision ministérielle. Une décision exceptionnelle pour l'État juif, régulièrement la cible d'attentats terroristes sanglants. Une prise de parti assumée. Au cours de la seconde intifada, aucune image violente des attentats terroristes qui faisaient rage en Israël n'avait été diffusée. Seules les carcasses des autobus incendiés étaient montrées, mais jamais de corps déchiquetés. Par respect pour les victimes, leurs familles et une société civile qui ne veut pas tomber dans le voyeurisme, par souci aussi de ne pas faire le jeu des terroristes qui agissent et tuent pour augmenter le sentiment de peur et faire naître la terreur au sein des populations. Mais après des heures de réflexion, c'est Yuli Edelstein, ministre de l'Information et de la Diaspora, qui a autorisé la publication des images. Une décision justifiée par le bureau du Premier ministre israélien pour mettre en avant les menaces qui pèsent aujourd'hui contre Israël. Un choix qui s'explique alors que la couverture médiatique de l'attentat a souffert d'une politique de 2 poids 2 mesures à l'étranger, où des médias comme CNN sont même allés jusqu'à remettre en question le caractère terroriste de l'attentat d'Itamar. Pour lutter contre l'information biaisée et faussée, des blogueurs américains ont été emmenés sur les lieux de l'attentat à Itamar. À l'unanimité, ils ont décidé de diffuser ces photos violentes mais vraies pour donner une image plus conforme à cette réalité difficile. Des images atroces, insoutenables. Rebonsoir, monsieur l'ambassadeur. Où vous situez-vous dans ce débat sur la diffusion de photos sanglantes, insoutenables, pour expliquer une situation toujours très complexe ici dans cette partie du monde? D'abord, je voudrais dire que c'est un acte d'une barbarie indicible. On est tous choqués, consternés, quand on apprend que de tels crimes puissent être commis. Et on a d'abord un élan de solidarité, d'empathie envers les familles des victimes. Et alors, votre débat, je le comprends, mais ce n'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Alors, pour vous répondre, je crois qu'il y a à la fois un devoir de pudeur, de respect, mais en même temps, si c'est le sens, si c'est le souhait de la famille, de faire partager aux autres cette douleur, si cela peut avoir une vertu peut-être pédagogique, alors c'est leur choix et je le respecte infiniment. Mais je comprends qu'il y ait ce débat. Alors, il s'appelait Udi, Ruth Fogel, Yoav, 11 ans, Elad 3 ans, Adas 3 mois. Leur assassinat abject a profondément choqué les Israéliens, au-delà d'ailleurs des clivages politiques. Face à une telle sauvagerie, les disparités politiques s'estompent immédiatement en Israël et ailleurs. Vous voici en tout cas replongé, vous en tant qu'ambassadeur de France, au cœur d'une nouvelle tragédie, puisque les parents de Ruth Fogel, la famille Benishai, a émigré de France pour s'installer en Israël il y a quelques années déjà. Vous étiez à la Shiva, ce qu'on appelle la Shiva dans la tradition juive, les 7 jours de deuil. Vous êtes allé aux côtés de cette famille Benishai que vous avez rencontrée il y a quelques minutes.
Voilà, je sors de la Shiva, j'étais avec le rabbin Yehuda Ben Yishai, avec sa famille. C'était un moment extrêmement émouvant parce que c'est quelqu'un d'une remarquable dignité, d'une très grande noblesse. Tout homme dans cette situation-là aurait été dans la vengeance. Lui, au contraire, dans le respect des valeurs humaines, le respect de la dignité, et dans cet amour de la vie. Je sais quel rôle il a joué, quel rôle il joue aujourd'hui au sein de la communauté française, au sein de la communauté francophone de Jérusalem. Et c'est cet homme-là qui a subi ce déchirement épouvantable. Tout un chacun qui a été enfant, qui est père, ressent auprès de lui cette empathie extraordinaire. Donc je venais lui témoigner, bien sûr, des condoléances du président de la République, des autorités françaises. Je venais aussi lui faire part d'un message tout personnel que tout homme a devant ce type d'événement. Et j'ai vu quelqu'un qui était magnifique de dignité et de noblesse. Que vous a-t-il dit? Il m'a dit que la vie devait triompher. Il m'a dit que l'amour de la vie devait triompher, que son combat pour la dignité devait triompher. Et il m'a dit à quel point il avait été sensible, effectivement, aux gestes des autorités françaises, qu'il avait été sensible aux témoignages d'amitié des Français, qu'ils vivent en France ou qu'ils vivent en Israël. Il y a autour de lui une extraordinaire solidarité, un sentiment de grande chaleur dans cette épreuve. Il y a eu plusieurs communiqués qui ont émané des différentes chancelleries dans le monde. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde prend la mesure de l'horreur vendredi soir à Itamar, ou est-ce qu'il s'agit, comme on l'a lu ça et là, d'une famille de colons installés en endroit où ils ne devaient pas être? Ce sont 5 personnes, c'est une famille, c'est deux parents, 3 enfants, un bébé, assassinés sauvagement, lâchement, de nuit, dans leur sommeil. Ce drame touche tout un chacun, quelle que soit la nationalité. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de pure humanité. Quand on voit ce type de scène, on est révulsé. Et j'espère que de cette scène, chacun tirera le même message que le rabbin, c'est un message d'humanité, un message d'amour, un message de paix dont cette région a tant besoin. Alors je voudrais vous citer la réaction sans embâge de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Une réaction qui a été saluée, disons-le, ici en Israël, et c'est assez rare pour être mentionné. Alors je vous la livre. C'est une interview à Kol Israël, la radio israélienne. Le président de l'autorité palestinienne évoque l'attentat d'Itamar qu'il juge abject, immoral, inhumain. Un être humain, dit-il, n'est pas capable de commettre un tel acte. Ces scènes, le meurtre d'un nourrisson, d'enfants et d'une femme égorgée, provoquent chez n'importe quel être doué d'humanité de la douleur et des pleurs. Et puis il ajoute que l'autorité palestinienne aurait déjoué cette attaque si elle avait eu au préalable des informations. Et il a convenu avec le Premier ministre Netanyahou d'une enquête conjointe israélo-palestinienne. Il a encore estimé qu'on ne doit pas s'attendre à une prochaine vague d'attentats et a souligné que lui, personnellement, ne le permettrait pas. Alors, les Israéliens lui reprochaient jusqu'à présent son double langage dans la condamnation très particulière qu'il avait après chaque attentat. Là, cette fois, c'est sans équivoque possible. Moi, je salue ces paroles. Ce sont les paroles d'un homme de paix, d'un homme de conviction. Ce sont des paroles qui sont fortes, ce sont des paroles qui sont belles. Et je crois qu'elles iront droit au cœur de la famille et de tous les Israéliens et de tout le peuple juif. Et je crois que ça montre aussi, il ne faut pas l'oublier, que du côté palestinien, il y a aujourd'hui un partenaire pour faire un chemin ensemble, pour aller, ce chemin, il doit nous guider jusqu'à la paix. Et ces paroles, voilà, il faut les retenir, il faut les garder en tête. Alors Mahmoud Abbas et, on ne l'a pas cité, mais Salam Fayyad, son Bien sûr, Premier ministre, ont vigoureusement condamné tous les deux ce massacre. Sans ambiguïté, de manière très nette, très vigoureuse. Et alors on remarque ici, nous autres les observateurs, les journalistes, que pour la première fois, le président de l'autorité palestinienne a échangé quelques mots au téléphone avec Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez le sentiment que malgré la difficulté, la situation régionale et interne très complexe, le dialogue peut reprendre entre Israéliens et Palestiniens?
À court Je terme. l'espère, je le souhaite. C'est vrai que ce contact téléphonique entre Benyamin Netanyahou et Abou Mazen, cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu ce type de contact. Donc c'est important qu'il y ait cette rencontre même téléphonique. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Si c'est une première étape, très bien. Mais nous souhaitons, nous, Français, nous, la communauté internationale, les encourager dans cette direction. Mais alors, il faut travailler ensemble. Vous qui entretenez de très bonnes relations avec les deux parties, on a entendu que vous auriez été le médiateur idéal, mais comment faire pour faire sauter les verrous et rétablir la confiance entre les deux parties, une confiance qui est sérieusement entamée ces derniers temps? Je crois que vous avez tout à fait raison. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de confiance. Ce n'est pas les contours de la solution qui posent problème. Il y a des divergences, il y a des différences, mais ce qui manque, c'est la confiance. Et cette confiance est indispensable pour permettre aux uns et aux autres de faire les sacrifices considérables, sacrifices quasi existentiels qu'ils doivent faire pour parvenir à la paix et faire en sorte que cette paix soit viable, que cette paix garantisse à la fois la sécurité d'Israël et l'existence du peuple palestinien. Mais il faut d'abord effectivement franchir ces obstacles, franchir cette méfiance, cette défiance qui est encore très forte, on le ressent. Et c'est pour ça que c'est important ces paroles d'Abou Mazen pour montrer qu'au-delà des difficultés politiques, des divergences politiques, il y a une empathie du peuple palestinien envers les Israéliens dans un tel événement, dans une telle tragédie. Alors, on a quand même le sentiment que chacun la joue solo. Chacun joue sa partition, israélien comme palestinien. Les Palestiniens veulent une reconnaissance internationale et pourquoi pas à l'ONU en septembre prochain.